De Pierre Claver à Kendenge, en passant par Pierre Claver Zing, d'Azizi Nanga à Annie-Flore Bachelelis ou même de Franck Baponga à Laure Ekomindan, plusieurs de ces artistes gabonais chantent l'Afrique. C'est de cette Afrique dont il sera question ici même dans cette émission. Bonsoir à tous et bienvenue dans Gab Culture. Deux invités, je m'en vais de suite les présenter juste après ceci. Comme nous vous l'annoncions, nous sommes en compagnie de nos invités, professeur Ludovic Obian. Bonsoir. Bonsoir Jennifer. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, professeur, on rappelle que vous êtes musicologue, théoricien de la littérature, directeur de recherche au CNRS et on va dire que vous dirigez l'Institut de recherche l'IRCH. Vous êtes également le directeur de l'ACOMA et vous êtes l'un des anciens directeurs du Musée national. On va finir avec ceci, vous êtes l'ancien directeur du Conservatoire de musique et de danse. Grand prestige, j'ai envie de dire, surtout grand parcours. Écoute, j'en suis très honoré, déjà en ce qui me concerne, n'est-ce pas? Mais je suis surtout honoré que ça me permette d'être là avec vous aujourd'hui et de pouvoir dialoguer avec vous, transmettre ce que je peux transmettre et recevoir aussi beaucoup de vous. Très bien. Celui-même qui a initié ce livre, on parle de sa direction, donc le docteur Flavien Enongwe. Vous êtes maître assistant de philosophie politique à l'université Omar Bongo de Libreville. Vous enseignez également les relations internationales et depuis juin 2017 à octobre 2020, vous étiez ambassadeur du Gabon en France auprès de l'Organisation internationale de la francophonie. Depuis octobre 2021, vous êtes ambassadeur du Gabon en Italie. C'est bien ça. Bonsoir. Bonsoir, madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie également. On parle de l'Afrique dans la chanson gabonaise et on se pose la question de quelle Afrique ici est-il question et nos invités vont se faire le plaisir de répondre à nos différentes questions. C'est un ouvrage collectif qui nous réunit, un ouvrage d'une quinzaine d'auteurs. On parle également de plusieurs artistes, de Pierre Clavernzing, Aziz Nanga, Patience Dabani, de Serge Eninga, Laure Ekomindan, peut-être aller sur la présentation de cet ouvrage scientifique. Docteur? Oui, la présentation qui a eu lieu vendredi 8 avril à l'IRCH et ça a été accueilli par le laboratoire ACOMA dont le professeur Ludovic Obian ici présent est le directeur, donc il peut nous dire comment cette présentation a été accueillie. Peut-être d'abord, merci Flavien. J'ose dire Flavien évidemment. Hein. Oui. Voilà, déjà insister sur le fait que l'ACOMA est donc application et contextualisation en musicologie et oralistique africaine. Le principe, c'est pour nous, c'est de plus en plus éviter d'en rester à la théorie et voir dans quelle mesure nous pouvons tirer parti de la théorie pour appliquer et contextualiser tout ce qui est de l'ordre de la théorie et contribuer, mais vraiment contribuer de manière concrète au développement. Et donc, un des actes, par exemple, n'est-ce pas, inaugural en ce qui concerne ce laboratoire, était d'accompagner l'ouvrage de Flavien Enongwe et de le présenter dans le cadre de notre institut, dans le cadre de notre Centre national de recherche. Donc ça s'est passé de très belle manière à Gros Bouquet. Nous avons une soixantaine de personnes, n'est-ce pas, et ça a été l'occasion de faire découvrir à beaucoup de personnes, non seulement ce que c'est que la musique, mais aussi les sciences humaines, parce que je crois qu'on a tendance à négliger un peu les sciences humaines chez nous. On pourra en parler de toutes les façons.
Monsieur Inongwe, alors en découvrant cet ouvrage collectif, on est séduit par différents vents soufflés sur l'Afrique. On parle de colonisation, de l'unité du continent, le vent des matins clairs d'Afrique, l'espoir qui revient sans cesse. Pourquoi, d'où vient l'idée de mettre en place ce livre, cet ouvrage collectif? Alors, ce livre est né d'une volonté un peu... alors, au départ, quand j'étais en mission à Paris, c'était dans le cadre de l'Afrique 2020. Donc, la France ambitionnait de consacrer sa saison culturelle 2020 à l'Afrique. Donc, Africa 2020. D'accord. Et il était question d'abord de voir qu'est-ce que le Gabon pouvait proposer comme offre culturelle. Et j'avais pensé en tant qu'ambassadeur voir comment faire un CD qui regrouperait l'ensemble des titres des auteurs musicaux gabonais sur l'Afrique, puisque le thème c'était la saison culturelle africaine. Alors, mais finalement, les méandres un peu, des difficultés, et surtout, le Covid est passé par là, ça a été différé pour 2021, entre-temps, il a été mis fin à mes fonctions, et donc je me suis dit, peut-être faire simple, ce que je sais faire le mieux, à savoir faire un appel à communication autour de cette thématique de l'Afrique dans la chanson gabonaise. Et pourquoi cette thématique? Parce que il a été souvent dit que, à la différence des hommes politiques, de l'élite politique africaine, gabonaise, pardon, qui s'est satisfait, à tort ou à raison, du repli nationaliste, ça a rarement été le cas des artistes qui se sont montrés très tôt ouverts à l'idée africaine. Et il était question de saisir cette Afrique, mais non pas... parce qu'il fallait d'abord faire ce qu'on appelle l'état de la question, et nous avons pu constater que la littérature scientifique dans le domaine, il y avait 4 types de travaux jusqu'ici. Des travaux sur les auteurs, donc 4 ouvrages sur Pierre Claver Nzeng, 5 ouvrages sur Akindenge, un ouvrage sur Oliver Ngoma, un ouvrage sur Marc Dios, et voilà. Donc, et d'autres types de travaux, c'est la vision panoramique des Gatien sur la chanson gabonaise. Et 4e type de travaux, c'est d'étudier un genre. Donc, c'est ce que a fait Artelaris Owanga sur le rap. Et donc, il fallait trouver un angle pour cette recherche, et nous sommes intéressés à l'élément le plus réduit, c'est-à-dire 1 ou 2 chansons chez un auteur et des chansons qui portent sur l'Afrique, pour voir que disent ces chansons de l'Afrique, que chaque auteur, qu'est-ce que l'Afrique représente sur chacun des auteurs. Et nous avons pu sélectionner tous ceux qui sont sur la couverture, mais tous n'ont pas fait l'objet de travaux, parce que lorsque vous faites un appel en communication, les gens répondent en fonction de leur sensibilité scientifique, de leur intérêt, et ainsi de suite. Ce qui fait que vous avez cet ouvrage en 3 parties. La première partie consacrée à Pierre Claver Akindenge, avec 6 auteurs. Je peux les citer si vous le permettez. Bien sûr, alors, donc, sur Pierre Claver Akindenge, nous avons Augustin Eman de l'Université de Nantes, qui a travaillé entre explicite et implicite sur Pierre Claver Akindenge, Charles-Philippe Assembella de l'École normale supérieure, Ludovic Omanobian qui est avec nous ici, qui pourra parler de sa contribution, Bonaventure Veondo, Juste Joris Tindi Poitiers, donc des philosophes, Massima Louougou. Donc ça, c'est les 6 qui ont travaillé sur Pierre Claver Nzeng. Il y a 3 personnes... Pierre Claver Akindenge, pardon. 3 personnes ont travaillé sur 2e partie, l'Afrique de Pierre Claver Nzeng. Donc Elisabeth Oyane Meunier de l'Université Omar Bongo, Mathurin Ovono Ebe et Steve Elvis Ella de l'École normale supérieure. Enfin, pour la 3e partie, qui est consacrée à l'Afrique chez Azizi-Nanga, Bachilili et les autres auteurs, il y a Franklin Tsamokuru qui a travaillé sur Bachilili, Ginette Flore Matsanga Makoso qui a travaillé sur Marc Joss, Steve Renombo qui a travaillé sur François Ngwa et Serge Eninga,
Marthe Oyanme Togo, qui a travaillé sur Lord et Komindong. Et moi, j'ai travaillé sur Hilarion Nguema, Aziz Inanga et Alexandre Samba. Enfin, Imunga Ivanga, qui a travaillé sur les, que vous connaissez bien. Alors, Jennifer, peut-être préciser, si vous permettez, préciser quand même que deux auteurs, ou deux ou trois auteurs qui travaillent sur Akenenge l'ont fait par un regard croisé avec Pierre Claver Mzeng. Donc, on peut aussi estimer qu'il y a 5 contributions. Voilà. Précisément 2 auteurs. Voilà, 2 auteurs. Il s'agit de Eman Augustin et Charles-Philippe Assembela qui ont fait un croisement. Mais dans ce croisement, Akenenge reste l'élément principal et qui est confronté avec Pierre Claver Mzeng. Le premier, Augustin Eman, pour dire qu'en réalité, le seul auteur chez qui l'Afrique est vraiment présente, non pas dans une chanson, mais pratiquement dans l'ensemble de sa production musicale, c'est Pierre Claver Akenenge, pardon. Les autres, ce sont des fulgurances. Alors, ce que ne partage pas Assembela, qui considère que, même si du point de vue de la production, du nombre de chansons, mais Pierre Claver Mzeng reste également habité par l'Afrique, du moins l'Afrique habite l'œuvre de Pierre Claver Mzeng. D'accord. Bon, ce sont les controverses des universitaires. Exactement. Tout à fait. Alors, professeur Ludovic, c'est l'Afrique ici ou ce sont les artistes qui sont mis en avant? Je crois les deux, n'est-ce pas? Les deux, forcément. On l'a dit, ça peut être des controverses universitaires. On peut même penser que c'est un vrai faux débat ou une vraie fausse question, mais ça ne signifie pas qu'elle est insignifiante, au contraire. Il faut plutôt se demander quelle est la perspective. Et la perspective, est-ce que c'est la revendication identitaire, l'affirmation de l'Afrique, ou est-ce que c'est l'Afrique qui est en nous, l'Afrique inconsciente, l'Afrique qui parle en nous? Et à ce moment-là, je crois, vous vous rendez compte que finalement, mais tous, à des degrés divers, parlent de l'Afrique, évoquent l'Afrique. Mais de quelle Afrique ici est-il question? Afrique sociale, politique, anthropologique? Mais voilà, il y a toute l'Afrique. Il y a l'Afrique linguistique, par exemple. Ça veut dire qu'ils parlent, la plupart, ce sont des chanteurs qui chantent dans leur langue. Je ne sais pas si vous imaginez l'évolution que ça représente. Les premiers chanteurs à l'époque, avec le complexe qu'il y avait autour de la langue, vous savez ce qu'on appelait à l'époque le symbole. Parler une langue africaine était quelque chose d'honni. Voilà. Mais aujourd'hui, chanter en africain, ça paraît quelque chose d'élémentaire, quelque chose de normal, mais c'est une évolution déjà extrêmement importante. Donc rien que de ce point de vue, c'est une affirmation identitaire. Au niveau des rythmes, au niveau, n'est-ce pas, au niveau, cela n'a peut-être pas été suffisamment analysé. J'ai toujours regretté un peu le fait que lorsqu'on étudie les musiques africaines et gabonaises en particulier, on oublie un élément essentiel, c'est l'énoncé musical, n'est-ce pas? Mais si on étudie l'énoncé musical du point de vue musicologique, on se rend compte que l'Afrique est extrêmement présente dans la construction des musiques, ce qu'on appelle appel-réponse. Il y a des chœurs qui sont très importants, etc. Donc vous voyez, il y a des rythmes. Akenenge, c'est par exemple ce qu'on appelle le soulevé. Akenenge s'est battu pour imposer à son producteur français cette musique soulevée, qui était une musique de la côte, voilà, et qui était l'équivalent du makossa. Donc vous voyez qu'en fait, il y a toujours l'Afrique. Et effectivement, maintenant, après, ce sont des controverses. C'est l'Afrique, plus ou moins, c'est la représentation africaine. C'est par exemple l'image africaine. Lors des Komindong, on parle de lion. Le lion, c'était effectivement cette vision, pour ainsi dire, idéologique de l'Afrique. Idéologique, vous voyez, les lions camerounais, les lions de l'Atlas, les lions, vous voyez, donc il y a une promotion, une valorisation d'ordre idéologique qui existait à l'époque, par exemple, et qui s'appuyait aussi sur certaines figures tutélaires, des figures politiques, Mandela, l'Espagne, par exemple. Donc voilà, je crois que s'il y a des degrés divers, et avec des moyens divers, et avec des volontés diverses, c'est toujours l'Afrique qui est exprimée. D'accord. Est-ce qu'on peut dire ici, Monsieur Flavien, que la chanson gabonaise est finalement rentrée dans l'histoire? Alors, ce n'est pas qu'elle est entrée dans l'histoire, c'est qu'elle a trouvé peut-être plus sa place dans la réflexion théorique. Parce qu'on a souvent considéré que cette partie de la création, les universitaires, notamment les nôtres, n'y sont pas souvent allés avec beaucoup d'entrain. Or, depuis quelques années, on ne va pas dire une décennie, il y a de plus en plus de travaux, je vous ai cité ici, sur la chanson gabonaise. Et donc, les artistes eux-mêmes sont entrés dans l'histoire. Mais peut-être que
la perpétuation de cette histoire, mais en fait, en faire un patrimoine pour demain dans les bibliothèques, pour la transmission et l'éclaircissement aussi. Je pense que c'est la contribution essentielle de ces auteurs, mais on ne trouvera pas une Afrique unique saisie par non. C'est-à-dire que chacun a son approche de l'Afrique. En fait, pour les auteurs gabonais, c'est une Afrique rendue dans sa formidable diversité de tons, d'accents, de sons, mais aussi de préoccupations. Ce ne sont pas les mêmes préoccupations. Donc, c'est tout ça que essaye de cerner cet ouvrage, parce que chaque auteur a sa sensibilité et chaque chanson également exprime une sensibilité particulière. Et même chez le même auteur, on peut avoir, selon la chanson, le type de préoccupation et le type de sensibilité exprimée, et dans un temps qui n'est pas forcément le même. Alors, en parlant de sensibilités totalement distinctes, on va peut-être revenir sur Pierre Claver Akédingué et ensuite Pierre Claver Nzeng. Vous l'avez dit tout à l'heure, l'Afrique chez ces deux auteurs est chantée différemment. On va dire à la page 26, donc dans l'ouvrage collectif, on va revenir ici. Vous dites, alors, dans les 3 premiers termes cités, l'Afrique revenait à 85% chez Akédingué, alors qu'il n'apparaissait que 20% dans les cas de Nzeng. Est-ce qu'il y a comme une comparaison sur les contextes qui sont peut-être distincts, sur peut-être les réalités qui ne sont pas les mêmes? C'est l'article de Ludovic, d'Augustin Eman. Augustin Eman, oui. Voilà, qui essaye de, pas essayer, mais argumente. Pour lui, l'auteur vraiment panafricaniste par excellence, c'est Pierre Claver Akédingué. Et il illustre que, par exemple, chez lui, dans le premier toit, il y a 85% chez Akédingué, alors qu'il n'y a que 20% chez Nzeng. Donc pour lui, la comparaison ne tient pas. On ne peut pas les comparer. On ne peut pas les comparer par rapport à la question d'Afrique. Il estime que l'auteur emblématique, c'est Akédingué, parce que... Non, mais ça, c'est sa position, donc qui peut être relativisée par d'autres. Voilà. Mais il serait intéressant justement d'expliquer pourquoi on hésite entre Pierre Claver Akédingué et Pierre Akédingué. Je pense que c'est assez important de le dire, parce qu'après, ça se retrouve dans ses choix musicaux, mais ça se retrouve aussi dans cette question de la relation à l'Afrique. Alors, non, c'est que, effectivement, vous trouverez chez certains ici qui vont... revenir sur le point commun, les prénoms, Pierre Claver. Voilà, qui vont écrire, certains écrivent Pierre Akédingué, d'autres Pierre Claver Akédingué. Alors, Augustin Eman, pardon, l'explique à la page 24 du livre, dans une note de bas de page, c'est que Akédingué a progressivement privilégié l'usage du prénom Pierre. En fait, l'objectif était d'abandonner les prénoms non africains. La première étape était de retirer Claver. Et il a dit à Augustin Eman, et comme il a dit lui-même, je me suis arrêté à la première étape. Donc Pierre est resté. Et bien donc, du coup, mais comme il y avait déjà Pierre Claver, les gens ont continué avec Pierre Claver. Certains qui ont suivi Akédingué lui-même, mais conservent Pierre. Et si on revenait, j'ai envie de dire, sur le message de Pierre Claver Nzeng. À la page 39, Nzeng partage l'approche quand il écrit « Notre tradition se meurt et nous sommes à un tournant de notre histoire où nous avons fait un grand saut dans le modernisme européen et à tort ou à raison, nous avons oublié trop vite nos traditions parce qu'elles étaient essentiellement orales. » Et le professeur Ludovic Obion, on se souvient que Mudimbe parlait déjà de l'odeur du père qui revient sans cesse sur tout ce que nous réalisons. Que dire? Que dire mais déjà, rebondir sur cette controverse. Lorsque Augustin Eman insiste sur du quantitatif, n'est-ce pas, ce n'est peut-être pas, d'un autre point de vue, suffisant pour dénier à Pierre Claver Nzeng. Il n'est pas là pour se défendre. Voilà, il n'est pas là pour se défendre. On va prendre acte de ce qu'il dit. Non, mais ce que je veux surtout dire, c'est que ce qui est important, c'est que, mais à contrario, on a pu prouver, on peut montrer que du point de vue, sans forcément être dans ce qu'on appelle le
dénotatif, c'est-à-dire dans ce qui est la désignation directe. Oui. Mais n'oublions pas que ce sont des poètes et très souvent ils travaillent sur la métaphore, par exemple, mais aussi de façon générale, comme je l'ai dit. Mais il s'agit de voir le matériau, il s'agit de voir, vous avez parlé de thématique. Oui. Lorsque par exemple, il y a un album de Pierre Clavenzin qui a été un album essentiel, l'album de l'identité, de la quête identitaire, de sa volonté de s'affirmer. Le titre est Ma mienne, c'est-à-dire moi-même. Vous voyez ce que ça veut dire? Oui. Il se désigne comme lui-même, il insiste sur lui-même, ce n'est pas en tant qu'Européen occidental, c'est en tant qu'Africain. Et Africains font Gabonais, par exemple. Vous voyez, lorsqu'il chante au Zamboga, lorsqu'il chante, par exemple, dans une chanson comme Ndélé, où il dit « Mais tout ce que nous faisons, c'est le blanc. Tout ce que tu vois, c'est le blanc. Tout ce que tu montres, c'est le blanc. » Mais c'est l'affirmation, n'est-ce pas, du refus identitaire. C'est donc l'affirmation de son identité d'Africain. Donc il est évident qu'il n'a pas besoin de revenir à chaque fois sur Afrique, Afrique, Afrique. Il l'exprime. N'oublions pas ce qui avait été la grande opposition entre Senghor et le grand dramaturge nigérian, n'est-ce pas, qui disait... Mais la négritude, le tigre ne clame pas sa tigritude. Qu'est-ce qu'il fait? Il bondit sur sa proie. Donc en fait, il y a deux approches. Il y a une approche, Soyinka. Il y a donc une approche qui est une approche effectivement qui est de l'ordre du dénotatif. Et Akenenge le fait, pourquoi? Et de façon très générale, par ce qu'on appelle les chansons à énumération. Oui. Alors que Nzeng le fait de manière souvent par le détour, par la métaphore et par un retour direct, ce que Akenenge fait aussi, au patrimoine musical, au patrimoine symbolique, n'est-ce pas, qui lui est disponible. Donc en fait, je ne crois pas, très sincèrement, c'est ma position, je ne pense pas que c'est de ce point de vue qu'on puisse faire une différence entre les deux, bien au contraire. Bien au contraire. Voilà, Alors, bien au contraire. Ce qu'il dit, c'est que bon, il y a un point de vue d'un auteur. Oui. La preuve que l'Afrique habite l'œuvre de Pierre Clavenzin, c'est que la deuxième partie de l'ouvrage lui est consacrée. Exactement. Voilà. Donc, c'est à 20%. Oh, voilà. Vous l'avez Non, 20%. Non, mais je pense que c'est la beaucoup deuxième partie de Oui. l'ouvrage est consacrée à Pierre Clavenzin. C'est ce qu'il Oui. faut retenir. Parce que d'autres auteurs considèrent que l'Afrique est un élément principal chez Pierre Clavenzin. Oui, parce que vous Donc, dites Non, mais c'est également- l'élément principal. L'élément Chez principal, Clavenzin. sauf qu'ici, on C'est parle... son combat. Son combat, c'est le On combat parle pour l'Afrique. d'Afrique via le village chanté par Pierre Clavenzin, le rapport avec le village. Or, chez Pierre Clavenzin, c'est l'Afrique où on a l'impression que c'est tout le Non, contraire. c'est-à-dire que chacun, je vous ai dit, il y a une diversité d'approches. Donc chacun a sa façon de convoquer l'Afrique à l'intérieur de ses chansons. Oui. Donc maintenant, ceux qui travaillent sur ça essayent de vous montrer que c'était l'aspect, c'était l'aspect. Mais le plus important, c'est que il y a une partie de l'ouvrage qui est consacrée à l'un et à l'autre. Donc ça veut dire que l'importance de la thématique de l'Afrique dans chacun des œuvres, chacune des œuvres de l'auteur. Très bien. Messieurs, Alors, ce qu'on pourrait presque, on va marquer... ce qu'on pourrait dire, si vous permettez, Allez-y. ce qu'on pourrait dire, à mon avis, pour schématiser évidemment, ce serait que d'un côté, nous avons une Afrique qui est de l'ordre du panafricanisme, Oui. un panafricanisme incantatoire et flamboyant chez Akenenge, mais j'ai essayé de démontrer que ça, c'est quand même, il y a eu une sorte, il y a une évolution dans On ce va sens. y arriver. Et il y a une Afrique qui est de l'ordre de la revendication identitaire et qui est donc avec une centralisation extrême sur soi-même, n'est-ce pas, qui est celle de Pierre Clavenzin. Voilà. On va marquer une petite pause et nous allons aller en images regarder cette chanson de Pierre Claver Akenenge. Et juste après, nous serons en compagnie de Jaurès Edo. Nous ferons place à l'agenda culturel. Et pour la suite, nous reviendrons pour poursuivre notre débat sur la chanson gabonaise, bien sûr chantée, clamée par l'Afrique. Nous sommes dans l'agenda culturel. Jaurès Edo, lui, nous a rejoint. Jaurès, bonsoir. Bonsoir Jennifer. Avec vous, nous parlons essentiellement de deux informations. Écoutez, on va d'abord s'intéresser à un spectacle interculturel Afrique-Europe. Donc c'est le Mongo 4. Mongo, en fait, c'est Ankota, qui signifie le monde, à l'occasion de la fête de l'Europe, l'Union européenne, le Gabon et ses États membres
en partenariat également avec le ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique, du transfert des technologies, de la culture et des arts, présente tout simplement la quinzaine de l'Europe. Cet événement est prévu pour le mois de mai, ce sera les 3 et 15 mai 2022. Donc c'est vraiment un spectacle assez original. On a la possibilité comme ça de regrouper plusieurs disciplines artistiques mais autour d'un projet commun. Et d'ailleurs, il y a plusieurs activités au menu. Il y aura un festival de cinéma européen qui va se dérouler les 10 et 14 mai à l'Institut français du Gabon, parce qu'il y a 2 sites qui ont été ciblés. Il y a l'IFG et également le Musée national. À l'exposition Fashion Foire du 3 au 14 mai à l'Institut français du Gabon et au Musée national. Il y a des masterclass aux acteurs culturels. C'est aussi ça la particularité. Il n'y a pas seulement que le côté, on va dire, folklorique, festif. Il y a cette plateforme mise à la disposition des acteurs culturels, comme on le dit souvent. Se former vous permet également d'être bien outillé. Ensuite, on va clôturer, il y aura la clôture de ce festival à travers un spectacle assez original, de coloration très riche. Il y aura également exposition artisanale les 3 et 14 mai au Musée national. Donc il y a plein d'activités comme ça. Là. Alors je vous annonce officiellement que Gal Culture se fera le plaisir d'accompagner la quinzaine de l'Europe avec 2 émissions. Ce sera bien sûr pour le mois de mai. On poursuit ? Oui, deuxième information dans notre agenda culturel. Juste rapidement revenir aux dates. Ce sera les 3 et 14 mai 2022. 3-14 mai 2022. Donc il y a 2 sites qui ont été ciblés. L'Institut français du Gabon et le Musée national. Deuxième information, j'aurais essayé d'où. On va revenir rapidement sur le festival Coup des théâtres, donc un festival qui a permis de réunir des comédiens, des metteurs en scène africains et gabonais autour d'une plateforme commune pour fêter bien évidemment le 6e art ensemble. Le 6 avril 2022, c'était du côté de l'Institut français du Gabon. Il y a eu la compagnie Eyeno, voilà, dont le fondateur n'est rien d'autre que Michel Dao, qui a véritablement ébloui toute la scène. C'était magnifique, original. Encore félicitations à Michel Dao et toute son équipe. Merci Jaurès Seydou pour toutes ces informations. J'espère que vous connaissez toutes les chansons qui parlent de l'Afrique au niveau du Gabon. Je vais de suite rejoindre mes invités, professeur Ludovic Obion, mais également le docteur Flavien Enongwe. À tout de suite. Vous êtes fous! Arrêtez-moi cette scène! C'est toi qu'on doit arrêter, espèce de budget tu vas. J'ai les preuves de ta culpabilité. J'ai les signatures. Concomitantes. Moi j'ai des photos de vos réunions nocturnes. Des preuves accablantes. Où étais-tu dans la nuit du 17 février? Je buvais une bière au Chasse-Capa. Ensuite, je suis allé danser toute la nuit au 5 km d'ici. Oh foutaise! Des tessons de mensonges, des débris de mensonges! Je n'étais qu'au service de mon peuple. Et tu t'es servi. Tu t'es correctement galégé. Les poches bourrées de mongalaises. Tu nous endormais avec tes slogans. Quand un chasseur part à la chasse, tout le village partage le gibier. Mais dites-moi, Excellence. Je vous vois venir dans vos beaux costumes de deuil, marchant comme des vautours derrière mon corbillard. Arrêtez vos querelles, seigneur Bantonègre. Hein? Outrage à sa majesté. Incident diplomatique grave. Scandale international. Sale blanc. Tu craches sur la main qui te nourrit, hein? Je vous poursuivais aux Nations Unies pour diffamation mondiale. Calme-toi, non mais c'est insulter la République, bafouer la dignité. Calme-toi, mais c'est une atteinte à l'intégrité et ce n'est pas grave ça. Ta gueule. Oh, ouais.
zamza dum dum ponze ning vunagavum nawala misa ponza monia oh monia. Si ce n'est que maintenant que vous nous rejoignez, sachez que nous parlons de l'Afrique dans la chanson gabonaise. Alors avec nos invités, on revient bien sûr sur ce qui s'est passé ce week-end du côté de l'Institut français. Et là, c'était Michel Dao qui présentait l'une de ses dernières pièces de théâtre. Vous avez regardé avec moi ces quelques images. Professeur Ludovic, vous qui êtes un écrivain, on se souvient avec les masques. L'enfant des masques. L'enfant des masques, Exactement. voilà déjà. Et peut-être un mot sur le théâtre. Et je suppose que vous connaissez très bien Michel. Je connais très bien Michel parce que nous avons travaillé ensemble à plusieurs reprises, n'est-ce pas? En particulier dans le cadre du théâtre. Nous avions ensemble une production qui a été prise en charge par le Centre culturel français à l'époque, n'est-ce pas? Donc l'actuel Institut français. Et nous avons donc ensemble produit un texte qui s'appelle « Tant que les femmes auront des... » J'ose me le permettre si vous permettez. Tant que les femmes auront des couilles. C'était une pièce de théâtre qui a eu un grand succès, ça faisait très longtemps, et qui a eu, à mon avis, le mérite de réunir différents publics. Vraiment, ça a été quelque chose de remarquable. Donc, ce qui fait que Michel et moi, nous avons travaillé ensemble à plusieurs reprises. Je suis écrivain de théâtre, j'ai écrit Péronnelle, qui a été mise en scène par Dominique Douma, à plusieurs reprises aussi. Donc le théâtre est vraiment mon domaine, mais d'autant plus que le théâtre est justement un carrefour de talent, un carrefour de dons, un carrefour de charisme. Et le théâtre, la théâtralité africaine, et donc vous comprenez bien le lien avec la musique, l'écrivain, le producteur de théâtre, le créateur de théâtre est d'abord un homme multiple et aussi un musicien. Et donc tous les musiciens dont nous parlons, lorsque vous les voyez sur scène, sont des hommes de théâtre aussi. On va revenir sur Pierre Claver Akenenge, qui est lui un homme assez particulier parce qu'il est 100% authentique. Et dans, on va dire, dans vos écrits, dans l'ouvrage collectif à la page 80, de 75 bien sûr à 80, on revient là sur, vous nous parlez de comment le caméléon s'est transformé en oiseau. On a envie de savoir comment cela s'est-il fait. Surtout qu'on parle beaucoup de métaphores animalières très présentes, j'ai envie de dire, chez Pierre Claver Akenenge. On a des contes qui sont racontés, on a des spécificités bien particulières. Mais voilà, j'ai simplement voulu m'ajuster en fait à la stylistique d'Akenenge qui est souvent puisée dans le conte traditionnel. Vous voyez, Ori de Insai Sarende sont peut-être directement, n'est-ce pas, inspirés ou alors retirés du patrimoine culturel Pongwe, Mienais. Et donc Céci, par exemple. Donc voilà. Donc j'ai souhaité un peu m'inscrire dans le prolongement de sa pensée et de son style. Comment le caméléon, n'est-ce pas, s'est transformé en oiseau? C'était pour montrer aussi, sans égratigner Akenenge, mais pour montrer en quoi est-ce que le discours scientifique peut souvent aller au-delà de ce qui semble manifeste. Si vous demandez à quelqu'un qui est vraiment un émule d'Akenenge, mais qu'est-ce qui caractérise Akenenge, on vous dira Akenenge c'est le musicien radical par excellence, l'extrémiste, celui qui a donné sa vie pour la liberté, celui qui a donné sa vie pour l'Afrique. Cette Afrique dont je parle est incantatoire, l'Afrique des lions, l'Afrique de Mandela, l'Afrique de Kwame Nkrumah, etc. N'est-ce pas? Alors moi, je prends un peu le revers en disant, mais si vous étudiez les textes d'Akenenge pour eux-mêmes, en laissant de côté toute émotion et toute subjectivité, vous allez vous rendre compte que, mais ça ce n'est qu'une partie de l'œuvre d'Akenenge. Mais cette œuvre d'Akenenge a évolué et on se rend compte que le caméléon, qui est donc ce fameux espoir du peuple, n'est-ce pas, se transforme progressivement en oiseau, il devient poète. Et à ce moment-là, il n'est plus le grand sorcier, capable, n'est-ce pas, de mobiliser à lui tout seul toutes les forces de libération, mais il devient un oiseau qui pleure. D'accord. Vous voyez? Et au fur et à mesure, il pleure, et Swangongo, et on se rend même compte qu'il devient Epunguzu, un oiseau qui n'a plus que sa clochette. Il n'est plus, et on voit même des oiseaux qui tout d'un coup pactisent avec justement le dictateur, par exemple. Et là, on se rend compte que chez Akenenge, il y a une évolution réelle de la vision. On a parlé, on sort de la promotion de l'Afrique idéologique, l'Afrique idéale, l'Afrique panafricaniste, pour une Afrique de plus en plus centrée sur une réalité. Et cette réalité, elle peut être symbolisée, cristallisée par l'album Carrefour Rio. D'accord. Voilà. On va finir là-dessus. On parle beaucoup de liberté chez Pierre Claver Akenenge. Est-ce que, selon vous, finalement, il aurait atteint sa liberté? Mais Akenenge est un homme libre, et je crois que c'est un homme libre. Le musicien, c'est ce qui le caractérise.
vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point la musique est un ferment de liberté. Très bien. Voilà, donc Akinege a prouvé qu'il était un homme libre et par le fait même que dans un cadre qui n'est pas toujours propice à la musique, il est décidé de vivre pour la musique et de vivre par la musique. Ce n'était pas évident. Merci, professeur. Troisième et dernière partie de notre ouvrage scientifique. Et là, on va s'intéresser à un bonheur partagé, conversation philosophique triangulaire avec Hilarion Nguema, Azizi Nanga et Alexandre Samba. Ne vous inquiétez pas, vous allez découvrir qui a écrit cela. Ce n'est autre que Dr Flavien Enongwe. Alors, Monsieur Flavien, vous avez choisi de nous parler de ce bonheur, de nous inviter à la table, j'ai même envie de dire. Vous présentez ici une Afrique totalement différente, hospitalière, généreuse, où on s'intéresse également au ventre. Alors, effectivement, dans le cadre de cet ouvrage collectif sur l'Afrique dans la chanson gabonaise, je me suis intéressé à 3 chansons. Oui. 3 chansons de 3 auteurs différents. Donc, Bon Appétit Africa de Hilarion Nguema, une ode à l'art culinaire africain. Alors, il faut aller, si vous me permettez, le contexte. Hilarion Nguema, tous les années 80, il se retrouve en France, à la fin des années 80, et dans un restaurant du 18e arrondissement, côté de Château-Rouge, ses amis lui font la remarque en disant « Mais tu as fait des chansons sur beaucoup de choses, le sida, la dévaluation, ainsi de suite, mais la cuisine africaine n'a pas bonne presse en Occident. Est-ce que tu peux faire quelque chose ?» Et alors que l'album Trop bon, trop con était déjà très avancé, voilà comment un week-end il va se mettre à rédiger cette chanson qu'on appelait Bon Appétit Africa. Et dans cette chanson, quel est le sens philosophique? Parce que moi, c'est ce qui m'intéresse. C'est que par rapport à la question du bonheur partagé, le bonheur partagé, c'est l'art d'être heureux collectivement. Et pour ce qui est du manger, l'idée ici, c'est que manger seul n'est pas recommandé. Et ce n'est pas le propre en Afrique. On mange ensemble. Et c'est dans cette collectivité-là qu'on trouve vraiment le plaisir qu'on appelle le plaisir de la table. Ce n'est pas le plaisir du palais, parce que le plaisir du palais, c'est quand on mange seul. Quand on a bien mangé. Alors, le plaisir de la table, c'est aussi la convivialité. Et je parle même de convivence, mais bon, ça c'est un peu compliqué pour les auteurs. Alors, le deuxième auteur sur lequel j'ai pu travailler, c'est Azizi Nanga, avec cette chanson emblématique, Viens découvrir Africa, viens d'Amapoule sauvage. Il y a deux aspects fondamentaux. Il y a la célébration de notre culture, notre culture africaine, et il répond parce que Africa Tam Tam résonne, Africa Tam Tam. Alors pourquoi? Parce que dans les échanges que nous avons eus grâce à l'intervention d'Imunga Ivanga, que je remercie, Azizi Nanga explique que c'était une réponse à Philippe Maury, qui avait intitulé son film Les tam-tams se sont tus. Et dans cette chanson, Azizi Nanga dit non, les tam-tams africains continuent à résonner. Les tam-tams ne se sont pas tus. Voilà. Alors, donc il y a cet aspect de dire toujours que malgré la volonté de l'Occident de pouvoir déculturaliser l'Afrique, vraiment la culture africaine reste vivante. Et le deuxième aspect demeure. Le deuxième aspect, c'est la célébration de l'écosystème, qui est aussi le biotope naturel, à travers cette nature luxuriante, ce que j'appelle dans mon texte l'Éden africain. Voilà. Donc ça, c'est pour Azizi Nanga. Les lecteurs pourront aller plus loin. Et enfin, le troisième auteur sur lequel j'ai travaillé pour illustrer toujours ce concept de bonheur partagé, qui est, je rappelle, l'art de pouvoir de se sentir heureux collectivement, c'est Alexandre Samba, une chanson en anglais, Homesick. Homesick, c'est traduit en français, ça donne le mal du pays, et qui est vécu par
tous ces fils de l'Afrique qui vivent en dehors du continent et dans la diaspora. Que ce soit la diaspora récente ou bien l'ancienne diaspora qui a subi les affres de l'exportation par l'esclavage. Et donc, ils sentent le mal du pays. Et le bonheur pour eux serait dans le ressourcement culturel, soit par ce qu'on appelle aujourd'hui le tourisme culturel. Vous voyez, beaucoup reviennent pour voir un peu en Afrique leur ou bien ne serait-ce que par le fait d'étudier l'Afrique. Donc voilà, j'ai tenté une conversation philosophique sur ces trois auteurs autour de la question du bonheur partagé et à travers ces trois chansons qui sont Bon Appétit Africa d'Hilarion Nguema, Africa de Azizi Nanga et Homesick d'Alexandre Samba. L'Éden africain. Alors, on se pose quand même la question de savoir, y a-t-il un ouvrage dans le passé qui aurait mis en avant ces différents auteurs-compositeurs? Alors, je pense que le seul ouvrage de façon panoramique, mais quand on fait du panorama, on va rarement dans les détails. C'est l'ouvrage de Gatien sur la chanson gabonaise, publié aux éditions Raponda. À part les travaux sur Akadege dont on a parlé, Zeng dont on a parlé, il y a aussi, j'ai lu chez Owanga, Artérius Owanga, un travail où effectivement elle parle d'Azizi Nanga et de Vikos Ekondo dans le thème de la patrimonialisation de ces œuvres-là. Comment mettre en musique le patrimoine du Gabon. Donc, vous voyez que ces deux auteurs se sont largement inspirés de nos traditions pour pouvoir... Voilà. Donc, il y a des travaux qui existent, mais elles ne sont pas, de mon point de vue, du point de vue quantitatif, à la mesure de l'immensité de ces œuvres-là. C'est une façon d'inciter les uns et les autres à pouvoir s'y investir davantage. Alors, l'Afrique dans la chanson gabonaise, aujourd'hui, la plus-value, ce serait? Alors, c'est-à-dire, la plus-value par rapport à quoi? C'est-à-dire que les chansons existent. Alors, mais le rôle des universitaires ou bien de toute autre personne, c'est d'interroger. D'interroger, comme on le fait pour des romans. Pour toute autre production, les œuvres de l'esprit, il s'agit d'interroger et de débusquer le sens. Alors, bien sûr, on peut avoir des interprétations, mais différentes. Mais l'interprétation participe de l'élucidation de la pensée sous-jacente à une production. Donc, le rôle de ce genre de travail, c'est vraiment de chercher à faire le travail d'herméneutique, c'est-à-dire celui d'interpréter. Et dans l'interprétation, vous savez, je ne veux pas Montaigne disait que la parole est moitié à celui qui parle et moitié à celui qui écoute. Donc ça veut dire que nous qui avons travaillé sur ça, nous faisons de notre moitié là ce que nous permettent nos outils en tant qu'hommes de science. Voilà. Est-ce que nous trahissons, parce que dans l'interprétation, il y a toujours un risque de trahison, mais je pense que globalement, nous cherchons à rester fidèles à ce que les auteurs eux-mêmes ont pu à dire. Et puis demain, d'autres personnes pourront venir d'interpréter d'une autre façon, mais c'est ça aussi la richesse. Très bien. Comment aller... Oui, allez-y. Pour compléter, effectivement, la plus-value, c'est ce sur quoi Flavien insiste. Vous savez, on m'a toujours demandé, mais quel est le mal? Quel est le mal de la culture gabonaise? Quel est le mal en particulier de la musique gabonaise? Évidemment, il peut y avoir différents facteurs. Mais un facteur qui est essentiel, et c'est peut-être celui que nous essayons de réparer aujourd'hui, mais c'est la médiation. C'est comment faire en sorte que ce qui relève de la création peut être non seulement transmis, et c'est pour ça qu'une émission comme la vôtre est essentielle, mais en même temps, comment est-ce qu'elle peut être reçue et comment est-ce qu'elle peut être rendue, restituée? Parce que les grandes puissances ne sont pas seulement des grandes puissances économiques ou militaires, elles sont des grandes puissances culturelles. Nous parlons français.
Est-ce que vous vous rendez compte? Je ne sais pas si vous réalisez ce que ça représente. Vous avez, j'ose le dire, 2 intellectuels gabonais et nous parlons en français, alors qu'on aurait pu parler en Pounou, on aurait pu parler en Lubamba, on aurait pu parler en Téké, ou voilà. Mais nous parlons en français. Ça veut dire que la culture française s'est imposée et la culture française, ce sont des auteurs français. Exactement. Nous avons des références françaises, n'est-ce pas? Et il serait bien que de plus en plus, nous ayons des références gabonaises. Et ces références gabonaises existent. Dès que vous dites à quelqu'un, par exemple, petit par les centimètres, grand par les sentiments, vous voyez ce que ça signifie. Vous avez Akénégué. Et il faudrait que ça aille beaucoup plus loin. N'est-ce pas? Il faudrait que ça aille beaucoup plus loin. Donc nous insistons, moi j'ai vraiment insisté, le grand problème du créateur gabonais, c'est que le créateur gabonais n'est pas suffisamment, pour ainsi dire, épousé, il n'est pas suffisamment interrogé, il n'est pas suffisamment approprié. Est-ce que vous imaginez, c'est Papé Ziengui qui devait être là à la place du jeune maître qui fait de la musique là, actuellement. Mais Papé Ziengui, dans l'anonymat le plus complet, est-ce que vous savez où il est actuellement, Jennifer? On en a déjà parlé dans l'émission, rassurez-vous. Voilà. Mais Papé Ziengui, actuellement, est au Mexique. Oui, en Amérique latine. En il Amérique fait latine. une tournée pendant plus d'1 mois. Il tourne et je pratique quasiment chaque année. Pourquoi? Parce qu'il y a une communauté de personnes qui ont adopté Papé Ziengui au point qu'ils lui ont même érigé une stèle. Oui, exactement. Mais montrez-moi dans ce Gabon où il y a une stèle pour Papé Ziengui. Même personnellement, je ne parle pas, je vais pas dire, parce qu'on dit toujours c'est politique. Non, c'est de l'ordre des individus. Ça veut dire que chacun. Mais vous pensez que la France c'est essentiellement le gouvernement français? Mais non, il y a des associations, il y a des personnes qui, par exemple, sont Edith Piaf. C'est-à-dire toute sa vie, il va cultiver la figure d'Edith Piaf. Un Presley. Elvis Presley existe pourquoi? Parce que des personnes ont pris le relais d'Elvis Presley jusqu'à aujourd'hui. Il est une icône de la musique américaine et donc mondiale. Donc c'est ce qu'on attend effectivement des personnes aujourd'hui. Que les Gabonais s'approprient leur propre culture. Merci professeur, on va revenir sur vous, on va s'intéresser à vos différents ouvrages. Mais j'ai envie de dire, on va s'intéresser aux différents ouvrages que vous avez tous coordonnés. Auteur, vous avez coordonné pas mal d'ouvrages. On a Au petit déjeuner de l'esprit, c'est un recueil d'articles de presse. On a L'Afrique existe-t-elle à propos d'un malentendu persistant sur l'identité, ça revient toujours. Là, vous avez participé avec Guy Rossatanga. On a L'île du roi. On a La francophonie en procès avec Patrick Moudiama Daouda. On a Terre d'espérance, hommage à Robert Zotumba. L'Afrique dans le bruissement du monde, Moukela Ndoumou, Pierre-Dominique ont contribué. Le Gabon en France, une présence culturelle. Léomba, une autre histoire franco-africaine, Charles Toéré, le passé, l'Afrique dans la chanson gabonaise aujourd'hui et demain, ce sera un gros patrimoine. Vous avez tout remarquable. Cité, donc, en fait, nous sommes en train de travailler sur un peu la continuité de cet ouvrage collectif sur l'Afrique dans la chanson gabonaise. Oui. Et nous nous sommes posé la question suivante. Que disent les artistes musicaux gabonais du Gabon? D'accord. Donc le prochain ouvrage qui est en cours, peut-être pas le prochain, mais il y a un ouvrage qui est en chantier dans cette thématique-là, ça s'appelle Le Gabon en chanson, œuvre, figure et institution musicale. Voilà. D'accord, mais Donc, ce serait bien que pour le prochain, on n'ait pas seulement que des chansons, qu'on puisse également avoir, j'ai envie de dire, des films, pourquoi pas? Alors, mais là, c'est autre chose. C'est-à-dire que pour le cinéma, ça, c'est autre chose. Alors, vous savez, j'ai coordonné le Gabon en France. Oui. Et mon gars Ivanga a fait un papier sur le cinéma gabonais en France. Voilà. Donc, on ne peut pas s'occuper de tout. C'est-à-dire que, comme il Vous avez disait tout à déjà l'heure, commencé, c'est déjà ça. voilà, pas mal, chacun voilà. essaye de Précurseur. faire en fonction de son champ, et puis il y a d'autres qui pourront faire autre chose. Mais la suggestion est Alors, bonne. je sais qu'après cette émission, beaucoup vont vous appeler et vont dire « Moi, j'ai bien envie de contribuer le Gabon dans la chanson gabonaise. » Alors, mais malheureusement, l'appel à communication, c'était bouclé. de janvier à mars, il est D'accord. bouclé. Nous avons reçu en gros 20 Ouais, plus, pas mal, mais on a retenu 25 D'accord. contributions. Vous voyez que là, il y a eu 15. Oui. Le Gabon en chanson, il y en aura 25. Donc, il y a eu D'accord. 10 de plus. Il y a même des gens qui souhaitent qu'on fasse un tome 2 pour l'Afrique dans la chanson gabonaise. Voilà. Parce qu'il y a eu des auteurs oubliés, des chansons Bon, oubliées. pas D'autres oubliés, sur pas lesquels, oubliés, en fait, voilà, d'autres faut sur pas lesquels oublier. qui n'ont pas trouvé
Voilà, des en gens fait. pour pouvoir travailler dessus. Exactement. Mais bref, il y a ça. Alors, à titre personnel, j'ai aussi un ouvrage qui est en cours de publication. C'est sur penser la négociation politique au Gabon. De la conférence nationale et aux accords politiques d'Angondjé. Il nous aidera beaucoup cet ouvrage, vous pensez? Voilà. Donc, il est en chantier. Et puis, un ouvrage auquel je tiens beaucoup. On est là, au terme de notre émission, allez-y rapidement. Voilà, c'est la fin. Mais là aussi, l'ouvrage est déjà en train d'être... donc, d'ici 2 à 3 mois, il devait paraître. C'est sur la diplomatie gabonaise. D'accord. 1960-2020. Très bien, merci. Voilà. On va finir rapidement avec vous, professeur Ludovic Obian. Vous avez un instrument à cordes à vos côtés. Et là, on se demande pourquoi aujourd'hui les instruments de musique traditionnels, selon vous, ne sont toujours pas insérés dans nos écoles de musique au niveau du Gabon. Ah, mais c'est la question par excellence. C'est la question que je me suis posée en Fini dessus rapidement. Oui, c'est la question que je me suis posée et que je me pose toujours jusqu'à présent parce que c'est mon cheval de bataille. On a toujours eu ce sentiment que la musique, pour nous, se confond avec certains instruments et avec certaines musiques. Alors que la musique, c'est d'abord de la créativité, de l'inventivité. Cette inventivité, elle s'exprime partout. Et dans nos cultures, culture de l'oralité, l'instrument de musique, il peut être vraiment n'importe quoi. On peut tout récupérer et en faire un instrument de musique. D'accord. Voyez-vous? Et donc, il n'y a pas de raison que la musique n'existe pas, en particulier dans les établissements scolaires. Ce n'est pas possible. Ce qu'il faut faire, il faut un véritable programme, il faut mettre en place, n'est-ce pas, un protocole pour faire en sorte que le ministère de l'Éducation nationale puisse établir, puisse mettre à disposition un guide, un manuel de musique, mais musique fondée sur notre patrimoine musical. C'est très facile. Merci. C'est vraiment quelque chose qui est accessible. Merci messieurs d'avoir accepté notre invitation. Notre émission est à présent terminée. On se donne rendez-vous dans exactement 15 jours pour un prochain numéro. Nous venons de parler de l'Afrique dans la chanson gabonaise. Peut-être que très prochainement, nous parlerons du Gabon au travers bien sûr de la chanson gabonaise. Pourquoi pas? Allez, à très bientôt. Sur ce, bonsoir. Oui, je vais vous deux. Ah, d'accord. On va l'accompagner. Oh, mes amis sociaux,